Un artiste européen qui souhaite mener une expérience au Japon affronte nécessairement un invisible. Les différences sont trop grandes pour être saisies en une seule intuition. Dès lors, la complexité du réel doit être canalisée par des schématisations et des simplifications qui sont nécessaires à la compréhension, mais qui appauvrissent considérablement la densité de la vie telle qu'elle est vécue là-bas. La simplification la plus commune pour un artiste allant dans un pays éloigné est de croire qu'il puisse avoir une intuition juste. De croire que si quelque chose fait intimement sens en lui, malgré la distance culturelle, alors cela doit être nécessairement vrai. Je vis au Japon depuis une quinzaine d'années et j'ai bricolé une structure indépendante qui se nomme le Palais des Paris et qui accueille des artistes dans la ville de Takasaki en périphérie de Tokyo. Afin de réduire les risques d'essentialisation de la culture de l'autre, je demande aux résidents de prendre au sérieux les difficultés venant de l'irreprésentabilité des habitudes d'un pays lointain. Dès lors, je souhaite que les artistes développent des stratégies pour représenter la distance, mais aussi pour se représenter eux-mêmes, dans ce contexte où la signification est fuyante, où il manque des topics partagés. La pandémie du Covid a fermé les frontières, et il a fallu plus de 3 ans pour que le Palais des Paris rouvre. J'ai décidé de commencer à documenter le travail qui est produit, et d'en faire des films. Le premier artiste à se soumettre à ce petit jeu se nomme Daniel Ruggiero. Je l'avais rencontré dans un festival à Genève, le Big, dans lequel il était venu montrer des multiples d'autres artistes dans un véhicule improbable, un triporteur à moteur. Au Japon, il est arrivé avec une valise qui était remplie de planches de skateboard, une collection d'œuvres conçues pour l'occasion par une vingtaine d'autres artistes. L'imagerie du skateboard est le point de départ de cette résidence. Si les signes des skates sont homogènes à l'international, la manière dont se vit la pratique diffère en fonction des habitudes, des législations et des sociétés. L'artiste est alors celui qui vient observer les infrastructures et les espaces urbains qui permettent à un citoyen de s'affirmer skater. À cette visée, Daniel a décidé de mettre en avant la figure du traînard. Voici ce qu'il en dit. Traînard, c'est quelqu'un qui prend du temps, quelqu'un qui est en retrait, qui observe. Je sais même pas qu'il y ait un but ou pas, mais en tout cas qui peut contempler les éléments qui se trouvent autour de lui. Parce que il a d'une certaine manière le temps de le faire. Le traînard prend du temps pour observer, prend du temps pour le penser différemment et réfléchir à quelque chose qui n'est pas juste là comme il est dévolu à sa fonction de base, mais qui peut être tout d'un coup remanié, repensé, reanalysé et exploité sous d'autres formes. Ouais, c'est quelqu'un qui prend son temps sur le regard, qui prend son temps dans la balade, qui prend son temps à contempler en tout cas les éléments qui sont autour de lui. De ne pas avoir de but, d'observer, surtout. Traînard, c'est un mot que j'affectionne parce qu'il mérite d'être comme ça revu dans ses belles lettres.
La curiosité est un vilain défaut, paraît-il. Elle est une volonté de voir ce qui est invisible. La curiosité est un entre-deux. Elle n'est pas une modalité de la certitude, car elle ne dévoile aucune transcendance dont on ne pourrait nier l'évidence. Mais la curiosité n'est pas non plus l'outil de la connaissance. En effet, aucune entreprise scientifique ne peut se satisfaire de la seule curiosité de son auteur, car celle-ci n'est pas encore la vraisemblance. La curiosité est un entre-deux, dans le sens où elle rend possible l'élaboration d'une autre réalité. Si la curiosité s'intéresse à l'invisible, c'est uniquement pour les traces qui le rendent potentiellement visible. Dans le cas de Daniel, la curiosité du traînard transfigure le skatepark en un musée à ciel ouvert. Dans un premier temps, je fais des modifications de mobilier urbain. Donc ça veut dire que ça prend du temps à regarder un mobilier urbain qui en principe est réalisé avec une fonction et n'a pas d'autre but que cette fonction-là. Donc le fait de traîner, ça permet d'observer l'objet et de lui mettre comme ça d'autres attributs sur sa fonction de base. Et c'est pour ça que tout d'un coup je fais des parallèles avec les skateurs. C'est que tout d'un coup les skateurs, ils observent un banc public et n'a plus la fonction de s'asseoir du banc, mais peut devenir un obstacle, peut devenir une autre attraction. Les skateparks en particulier ici au Japon, où la pratique du skate, de ce que j'ai pu constater dans un premier temps, elle est canalisée, il y a des périmètres. Quand un skateur tout d'un coup utilise un banc public pour évoluer à autre chose, il sort du cadre. Et quand je me retrouve dans un skatepark avec des barrières et avec l'idée que c'est ici que cette activité se produit, j'ai plutôt envie de sortir de ce cadre-là et de ce champ-là et d'avoir d'autres possibilités. Ça reprend des modules de pratique, mais ces modules, pour une personne qui ne pratique pas le skate, ça devient un peu des formes minimales. Ces formes minimales architecturales, avec le trapèze, avec les triangles, avec des cubes. Et j'y fais des parallèles ou des liens avec l'art minimal, comme un Donald Judd ou des artistes comme ça, des années 60 américains. Il y a comme ça cet art minimal qui est là, et pour une personne qui ne pratique pas le skate, il le voit comme des sculptures dans un watt cube. Les poteaux ou les lattes d'un terrain de foot ou du goal, et puis tout d'un coup ça reprend des formes dans l'espace avec des lignes, comme on pourrait dessiner sur des lignes, ou des dérapages au sol, comme des traces de roues lors d'un skate, et puis ça reprend, j'aime bien ces idées-là un peu de ces artistes américains comme Michael Hunzer qui prennent une moto, partent dans le désert, réalisent une œuvre d'art, rentrent, et la trace qui reste, c'est une trace de récit, mais les gens n'étaient pas là. Donc on peut expliquer, on peut montrer, on peut en discuter, mais c'est une forme de lieu land art où il n'y a pas de cadran institutionnel. L'on marche toujours dans les traces d'un autre.
S'il y a un chemin à suivre, c'est bien parce que quelqu'un avait déjà tracé une ligne sur le sol à l'aide de ses pas. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui vivent à Takasaki, et encore moins qui sont artistes ou théoriciens. Néanmoins, dans son histoire, cette ville a été le centre de tentatives de discussion à l'international de ce que serait une architecture japonaise. C'est en 1934 que Bruno Taut s'installe dans une annexe du temple de Shaolinzan. Cet architecte moderniste allemand a construit les premiers grands ensembles urbains à Berlin. Taut fuit le nazisme et trouve un accueil au Japon par l'intermédiaire d'architectes modernistes japonais. Durant son exil, suite à une rencontre avec le fils d'un industriel, la famille Noé, il se retrouve à Takasaki pour développer la création et la production de meubles modernes. Les attentes de l'Allemand et de la famille Noé étaient bien trop éloignées. Bruno Taut ne laissa pas de grands souvenirs dans l'histoire de la ville. Juste quelques éléments épars restent aujourd'hui au temple Shaolinzan. Monter l'escalier de ce temple revient remonter le temps et d'une certaine manière revient rejouer quelque chose d'une histoire. Daniel Ruggiero est venu au Japon avec la planche de skateboard qu'il possédait depuis l'adolescence. Ce fantasme rétrospectif devient le signe d'une légèreté, d'une régression fantaisiste qui est pleine de représentations romantiques d'un lointain imaginaire. Dans sa quête de l'anti-héros qu'est le traînard, Daniel évoque le personnage principal du film comique Brice de Nice. Il s'agit d'un surfeur quelque peu immature qui ne se déplace jamais sans sa planche, car il attend une vague géante mythique en Méditerranée. Voici ce qu'en dit Daniel. J'aime bien des personnages comme Brice de Nice. C'est cette personne qui aime bien la nature, qui aime bien la force de cette nature-là, qui a l'idée d'une activité, de produire tout d'un coup des gestes comme un danseur, comme un performeur. Et il attend la vague, la belle vague qui n'arrivera jamais, ou une forme de frustration d'attendre quelque chose, mais qui prend du temps à observer pour se dire que ça sera à un moment donné son tour. Avoir l'audace de se lancer dans des éléments et puis prendre ses risques. On verra ce qu'il en est, on essaye et puis on analysera les choses un peu plus tard. Bruno Taut possède lui aussi quelques points communs avec Brice de Nice. Mais plutôt qu'une planche de surf, ce qui l'a profondément fantasmé, c'est la petite maison dans laquelle il vivait. Celle-ci est devenue l'incarnation de son idéal. La tradition architecturale japonaise serait équivalente au modernisme architectural, avec des volumes simples, de la fonctionnalité et un rapport d'interpénétration avec la nature extérieure. Pour arriver à ce résultat hautement spéculatif, il a fallu ignorer les spécificités de la grande majorité des architectures au Japon. Le livre qu'a écrit Bruno Taut lors de son séjour à Takasaki a eu un incroyable effet sur l'imaginaire mondialisé de ce que serait l'architecture japonaise pure. Taut a produit quelques images d'Épinal d'un Japon éternel. Elles ont eu un effet considérable. Mais toute l'ironie de l'histoire fait qu'il n'a que peu marqué les esprits dans la ville où il a vécu. Sur le chemin du retour après le temple Shaolinzan, Daniel a voulu s'arrêter sur le parking d'un bâtiment désaffecté. Il ne pouvait pas alors savoir qu'il s'agissait d'un ancien restaurant de spaghettis. Force est de constater qu'avec ce bâtiment en bois, la noirceur rappelle la maison où a vécu Bruno Taut. Mais ici, ce n'est clairement pas le concept de pureté qui semble prédominer cette architecture délavée, au cachet incomparable. Daniel est monté sur sa planche et a roulé quelques mètres. La résidence de Daniel a été l'occasion d'arpenter sur quelques semaines la micro-sociabilité du monde du skateboard local. Dans l'espace public à Takasaki, il n'y a pas de signe d'une présence de dispositifs anti-skate. Ces pièces de métal rajoutées sur les marches, les bancs, les murets ou les rampes, afin d'éviter que ces infrastructures ne soient utilisées par des skateurs. Par contre, il y a eu de nombreux panneaux interdisant explicitement la pratique du skateboard.
Accompagnés des contrôles de policiers, ils ont un effet suffisamment dissuasif pour éviter une pratique sauvage du skate. Au moment de ses balades nocturnes, Daniel n'a croisé qu'une seule fois une bande de jeunes s'exerçant à cette activité illégale. Depuis les Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo, qui ont promu le skateboard comme discipline olympique, la pratique est mieux reconnue socialement comme étant un sport. Des infrastructures publiques ont pu émerger à travers des associations locales, mais à Takasaki, elles restent très excentrées du centre-ville. Ce sont alors des privés qui ouvrent des boutiques afin de louer l'infrastructure nécessaire à la pratique du skate. Par le plus grand des hasards, un commerce a récemment ouvert ses portes à moins d'1 kilomètre du lieu de résidence du Palais des Paris. Outre le film Brise de Nice, une autre référence cinématographique a été apportée par Daniel dans sa représentation du traînard. Le film La haine de Mathieu Kassovitz, datant de 1995, l'a profondément marqué. Le film de La haine est quelque chose qui m'a bien marqué, en tout cas qui a des propos qui fonctionnent bien et que j'aime beaucoup. Le film se passe sur une journée où il y a souvent l'horaire qui est marqué, alors que ces personnes-là, qu'ils soient 12h33 ou qu'ils soient 14h27, c'est pas important pour eux. Parce qu'on a l'idée du traînard où, de toute façon, leur planning est libre. Ils n'ont pas de montre. Ils sortent, mais il n'y a pas de but premier. On marque des heures, on marque des éléments, mais les activités ne sont pas primordiales par rapport à ce temps-là. La famille Noé qui a accueilli Bruno Taut est à l'origine de nombreuses tentatives de construction d'un patrimoine local. L'ouvrage le plus célèbre est une statue de 42 mètres de haut, tout en béton, représentant le Bodhisattva Kannon. L'intérieur est constitué de 9 étages qu'il est possible de visiter. L'inauguration de l'ouvrage a eu lieu en 1936. Bruno Taut était présent, mais n'a pas apprécié cette structure qu'il qualifia de factice. Le filtre du skateboard donne un nouvel aspect à ce monument. Son apparence de béton arrondi évoque les cuvettes et les piscines qui sont pratiquées par les skates. Simplement ici, la forme concave des cuvettes prend une apparence convexe et ce terrain impraticable flotte en plein ciel. Il peut alors devenir le lieu mythique d'une pratique utopique et réaliste du skate. Cette pratique impossible du skate se télescope paradoxalement avec certaines scènes emblématiques du film de La haine et ses magnifiques glandeurs désemparées. C'est des personnes qui prennent le temps de se poser dans leur zone, dans leurs éléments d'environnement, et qui observent, qui prennent le temps de discuter, qui prennent le temps de regarder des véhicules qui passent à côté d'eux. Des choses qui sont d'une grande banalité, mais qu'on n'y prête plus trop attention parce qu'on est pris dans une course au quotidien. Et eux prennent ce temps-là. J'ai fait des liens ou des parallèles avec le traînard où ils peuvent se dire si on rate le train de cette heure-là, on prendra le suivant. Et entre deux, il se passera de toute façon autre chose. Et ce qui se passera, on ne le sait pas encore, mais ils vont faire avec et ça se passera très bien ainsi aussi. Parce qu'il n'y a pas d'attente. L'attente, c'est juste de prendre le temps d'être en équipe et de se raconter des histoires et d'observer des histoires aussi. C'est des observateurs. Le traînard a besoin d'observer, a besoin de voir ce qui se passe autour de lui. On ne voit pas leur visage, mais par contre, les attitudes de marque, les attitudes de ce qu'ils portent sur eux comme habit est quelque chose d'assez important ou même primordial. Donc ils ont comme ça des habits qui représentent en fait que c'est des banlieusards ou d'où ils viennent.
À un moment donné, il rate le train et il dit on est enfermé dehors. Comme si tout d'un coup, l'extérieur, le chez eux, c'est la banlieue et ou le périphérie ou l'extérieur. Et d'être enfermé à l'extérieur, j'aime bien ces paradoxes-là. Ils sont dans un parc de jeux où tu as des jeunes, des enfants qui sont en train de jouer avec un hippopotame en béton énorme. Et ils prennent du temps en fait à discuter de ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils vont faire prochainement et ce qu'ils feront dans l'avenir. Même si c'est des choses totalement hypothétiques, mais c'est pas important en fait. Ça se réalise ou pas, c'est pas primordial. Ce qui est important, c'est qu'ils passent du temps ensemble à se regarder, à rigoler, à être francs et à se connaître. C'est des plots qui, en fait, à la base, sont utilisés pour que les voitures ne puissent pas rentrer sur un champ, mais eux, ils utilisent ces plots en béton comme socle, comme assise, comme banc, et puis le socle qui est cet élément primordial pour la sculpture. Donc ça veut dire qu'ils deviennent œuvres d'art, ils deviennent personnes à voir. Donc j'aimais bien comme ça ce rapport sculptural, sans que ce soit noté comme tel. Daniel Ruggiero va nous présenter sa collection de skate. Il présentera en général la collection, puis abordera chaque artiste par ordre alphabétique pour enfin finir par ses propres planches. C'est une aventure que j'essaye de ficeler au fil des ans. C'est des gens que je suis dans mon sérail depuis un moment. Et puis, quand il y a des opportunités, on crée une équipe et puis on va de l'avant selon les opportunités. Et je les remercie infiniment de me faire confiance et qu'ils soient là et qu'ils réfléchissent tout d'un coup avec moi sur des projets un peu loufoques, un peu décalés et qu'on essaye de faire vivre un peu ces éléments-là. Julien Babel, un artiste genevois qui était aux Beaux-Arts quand j'étais aussi aux Beaux-Arts à Genève, qui s'appelait Les Aves à l'époque. Il était peut-être 1 année ou 2 ans avant moi, je dirais. Donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de travailler avec lui dans les ateliers. Je l'ai rencontré dernièrement à une édition qui s'appelait Page, qui était à Genève sur les éditions contemporaines, où j'avais un stand. Lui réalisait des t-shirts, illustrations avec des feutres, Posca, des choses dans l'illustration. Et puis, je voulais collaborer avec lui depuis un petit moment. Et j'aimais beaucoup ses t-shirts. Et puis, c'était une bonne opportunité. Donc, je lui ai proposé. Il a été super d'accepter ce mandat. Et j'en suis ravi. Une amie qui était avec moi aux Beaux-Arts aussi à Les Aves, il y en aura pas mal de ce crew, de ces personnes avec qui je m'entends bien et que j'aime bien quand j'ai un rôle de curateur, de commissaire d'expo, de les inviter parce que ça fait un moment qu'on se suit et puis j'aime bien comme ça le travail, de la manière qu'il évolue.
Donc Christelle Cereza, elle peintre, je dirais, euh, technique d'aérographe qui me plaît beaucoup, une touche très sensible. Annelle Clos, illustratrice lausannoise que j'ai eu la chance de rencontrer parce que elle a une édition qui s'appelle Aristide de sérigraphie. Et puis elle m'avait invité il y a quelques années sur un des numéros. Super rencontre, joli, bel univers. Et puis encore une fois, c'est toujours des opportunités qui se saisissent et qui s'arrangent. Et voilà, les gens que j'invite, je les adore et j'ai envie qu'on voit ça. Jérémy Cortial, surprenant, artiste lyonnais, que j'ai invité il y a, je dirais, une quinzaine d'années. J'étais commissaire d'exposition à Lausanne, dans une triennale de stickers, plus vu depuis 15 ans, et tout d'un coup, un ami qui m'a aidé, Julien Gauser, pour cette exposition sur le skate à Tokyo, me parle d'un artiste qui fait du skate sur Tokyo il y a un moment quand il y était. Et puis c'est lui, Jérémy Cortial. Donc Adrien Dussois, plasticien, on a fait les beaux-arts ensemble. J'aimais bien sa touche sur les lettrages, son côté un peu punk, un peu rock'n'roll. Et puis ça fait un moment que je l'invite pour des expos, que je suis son travail. Et puis encore une fois, des opportunités de se rencontrer. C'est toujours des prétextes en fait pour tout d'un coup rencontrer des gens et puis passer du temps avec. Ouais, alors Thierry Feu, c'est un ami que je côtoie depuis une bonne vingtaine d'années. On a fait les beaux-arts ensemble. Et j'ai toujours apprécié sa palette de couleurs, ses ustensiles, ses matériaux. Il venait souvent dans les ateliers avec des peintures de carrosserie, des paillettes et avec des choix incroyables de teintes qui jouaient hyper bien ensemble et avec plein de verticales sur ces grandes toiles. Et j'ai trouvé... voilà, je voulais l'inviter pour que... Je voulais voir comment on pouvait intégrer ça sur les skates et je trouvais ça hyper beau. Ludo Gabriel, artiste illustrateur, que c'est Andreas Kressig qui m'a initié, qui me parle d'un artiste qui a réalisé des skates pour 242, qui est un shop lausannois de skate, qui est un peu à l'avant-garde, qui fonctionne super bien, qui a des illustrations que j'adore. Et puis voilà, on s'est rencontrés une semaine avant que je parte à Takasaki, hein, donc parler du projet, il était enthousiaste. J'en ai parlé quand j'étais à la Big, c'est une biennale à Genève qui était à la Perle du Lac. Il a bondi sur l'occasion, j'en suis hyper fier. Et puis il a réalisé une pièce qui est magnifique avec un ver de terre en noir et super. Artiste lausannoise qui est dans un esprit rock aussi. Je la suis depuis un petit moment, j'aime bien son travail, j'aime bien son univers qui est entre les arts plastiques, entre la musique, une artiste qui a une super attitude et voilà, c'était une super occasion pour initier avec elle une collaboration parce que j'aime bien son travail et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Balmer Helen, donc duo de graphistes lausannois, un couple super. Rencontrés il y a une peut-être dizaine d'années, je dirais, qui ont réalisé des affiches pour mes expos et toujours un regard vif, beaucoup dans les recherches, beaucoup dans l'expérimental avec des techniques d'impression. Toujours à vouloir trouver des papiers originaux, spéciaux, brillants, paillettes, et j'en passe. Et puis on est vraiment dans la même vibe où à mouiller le maillot, à prendre du temps sur des projets,
jamais être satisfait et de trouver toujours les dernières techniques et les derniers éléments pour que l'objet soit le plus extraordinaire possible. Et j'aime bien cette attitude-là. Alors, chaque fois que j'ai l'occasion de travailler avec eux, c'est toujours avec un grand plaisir. Je les adore, ils sont super. Martin, artiste que je ne connaissais pas, c'est Christelle Cereza qui me l'a présenté, qui m'a parlé d'un artiste rock'n'roll, très actif sur la scène. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a invité dans son atelier. Il réalise des porcelaines, ses illustrations, elles étaient super. Et puis je trouvais que ça matchait hyper bien entre ses dessins, les skates. C'est le seul artiste qui a fait un diptyque. Tout d'un coup, on discute des éléments. Voilà, c'est quelqu'un qui a faim, on me parle de projet. Il y avait tout d'un coup un skate, et puis il me parle de vouloir en faire deux, comme ça on peut coller à quelque chose. Et j'aimais beaucoup ce projet-là, j'aimais beaucoup l'idée de très productif. Et puis, il va de l'avant et j'aime beaucoup. Andreas Kressig, artiste qui a aussi fait les Aves juste avant moi. Donc j'ai pas eu l'occasion de le voir à ce moment-là lors de mes études, mais voilà, qui a un travail sur le Japon ou un travail sur le recyclage, sur des modules. Et ça faisait un petit moment que je le suis. J'ai un label d'édition qui s'appelle Urban Game Perif, où j'ai réalisé des photos. Il a un projet de chewing-gum, les Gooms, de macro en chewing-gum. Et puis j'ai édité ces Gooms. Et voilà, c'était une opportunité de l'inviter sous une autre plateforme. Donc ravi aussi de l'avoir invité et qu'il ait produit quelque chose. Éric Martinet, artiste lausannois, peintre. J'aime beaucoup ses peintures, j'aime beaucoup la manière qu'il décline comme ça l'usage du pinceau. Je trouvais que ça matchait hyper bien entre sa peinture dégoulinante et le skateboard. Surtout que c'est un support qu'il utilise peu. Il aime bien utiliser les toiles ou des panneaux ou affichage urbain. Donc c'était une initiative vraiment de ma part il n'était pas dubitatif, mais il se disait mais sûr que c'est skate, pourquoi skate? Et je voyais que c'était une imagerie qui pouvait matcher. Et surtout qu'au Japon, il y a un peu cette culture d'Aidi, on connaît bien ça. Et voilà, il représente souvent des montagnes. C'est un grand marcheur, il aime bien les balades, de faire des peintures dans les lieux. Et je trouvais que ça collait bien, ça pouvait faire quelque chose. Et c'est une super planche. Giancarlo Mino, un des seuls designers invités pour l'occasion. J'ai rencontré il y a 2 ans, je dirais à peu près. Vif, il connaît beaucoup de choses, il me soutient dans des projets, on en discute souvent. Et puis il a réalisé une pièce avec un tonfa qui est en lien avec des armes et des ustensiles agricoles. Et tout d'un coup, cette planche qu'il a réalisée, elle devient comme un bouclier de protection. Et je trouve que ça va hyper bien avec le Japon où belle finition, belle planche. Sandrine Pelletier, artiste lausannoise que j'ai rencontrée il y a bien plus de 20 ans. On était ensemble à Vevey, à l'école d'art appliqué. Elle était en déco, moi j'étais en cours préparatoire. Voilà, on était des enfants, on avait 20 ans, donc on se cherchait, on regardait un peu des choses, mais elle avait un univers particulier, personnel. Et elle a un chemin incroyable depuis, où elle utilise beaucoup, sans être trop réducteur, hein, mais un esprit un peu gothique, je dirais, avec les choses calcinées, le feu, son skate est super dans cet esprit, avec un texte génial. J'ai eu aussi la chance de l'inviter 1 ou 2 fois dans d'autres expos. C'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer avec elle sur des projets. Christophe Rioton, j'ai fait les Beaux-Arts avec lui, un pur dessinateur. Là, il a fait une guillotine
belle pièce, j'aime bien son côté pictural, j'aime bien la manière, ses imageries iconographiques, elles me plaisent beaucoup. Pour moi, c'était aussi une opportunité voilà, de chaque fois lui proposer des choses parce qu'il a un potentiel incroyable, il a une vista qui me plaît beaucoup. C'est super dessin qu'il réalise et il a un super trait de crayon qui me plaît beaucoup. Sylvain Rossel, j'ai fait avec lui l'école d'enseignants. C'est là où je l'ai rencontré. Lui, il avait un label, Black Rainbow. Et on s'est rencontrés par la suite. On est resté un moment où on était ensemble en Corée, où il a passé 6 mois là-bas. Artiste lausannois, j'aime bien passer du temps avec, discuter avec lui et il a un imaginaire sur les masques et il est aussi beaucoup dans la recherche. C'est une des premières collaborations que j'ai fait avec lui sur ce skate. J'espère que ce ne sera pas la dernière et c'est l'occasion de pratiquer des choses et d'essayer des choses surtout. Graphiste lausannois, ayant pratiqué à l'École. J'aime beaucoup ce côté très épuré, très ironique mais délicat. Donc je trouvais que ça s'y prêtait très bien. Il a réalisé une pièce qui est toute ironique, toute sympathique avec ce skate qui a été croqué, on lui a pris un petit bout comme une plaque de chocolat. Voilà, quoi, qui donne envie d'être croqué et c'est tout à son image, tout ironique, tout sympathique et j'aime bien ce travail. C'est un tatoueur qui habite actuellement à Bruxelles. J'ai rencontré quand il habitait à Lausanne il y a très très longtemps. De son prénom Chris Metro. Belle opportunité. J'aime bien tout d'un coup mélanger des activités différentes, que ce soit des graphistes, que ce soit des artisans. Et là, tout d'un coup, quand Metro, voilà, il a ses flashs de tatouages et des imageries de flash que j'adore, hein, un peu entre la femme à trois seins, la Total Recall. On est dans le même imaginaire des années 80 qui me fait rire, qui me fait voilà, ces époques de Miami Vice et autres que j'aime beaucoup. Et ça, j'aime bien les choses un peu légères. Et voilà, je trouve super d'arriver avec tout d'un coup des activités différentes et un tatoueur sur un skate, ça s'y prête hyper bien. On est dans le même modèle et j'aime beaucoup. Artiste lausannois qui a été formé au Canada. Il utilise les sprays, il utilise des chablons, des techniques. Je l'ai rencontré dernièrement par une association et par des activités qui s'appellent Aperti. C'est l'occasion d'ouvrir ses ateliers et de montrer au privé des activités. Voilà, il y a eu un feeling. Il était en train de faire des barbecues et je trouvais que ça s'y prêtait très bien dans cet univers-là. Voilà, je lui ai proposé, il a accepté et pour moi, ces expos, c'est des rencontres, c'est des opportunités de tout d'un coup, quand des choses matchent, sans me poser plus de questions que ça. Je trouve que son imagerie fonctionne hyper bien sur le skateboard. Il s'est engouffré là-dedans, hyper convaincu. Je l'étais aussi. Très belle production, belle pièce et un usage bien personnel du skateboard qui me plaît bien. Un ami que j'ai rencontré aux Beaux-Arts, spécial parce qu'il s'occupait de la cafétéria aux Beaux-Arts, ou artiste, cuisinier, et j'ai eu la chance de l'inviter plusieurs fois dans des expos où il nous concocte toujours des choses agréables. Là, il est dans une version un peu des produits, mais des produits photographiques, où c'est aussi des recettes. Là, il a l'opportunité de réaliser des skateboards avec des gélatines, des encres qui réagissent à la lumière. Et puis, j'aime beaucoup son travail. Je trouve qu'il amène des choses où on utilise des supports différents. Chaque fois dans la recherche, il essaye de faire des photos sur des plaques alu, sur des verres, il est dans la recherche, il est dans des techniques
de recettes expérimentales et j'aime beaucoup cette attitude-là. Donc quand j'ai l'occasion de le soutenir ou vice-versa, là, d'être dans des choses, voilà, je signe et je le remercie. J'en ai réalisé un avec un crâne de Calao et c'était en marqueterie. J'aimais bien cet esprit d'objets précieux où tout d'un coup on y intègre de l'artisanat et d'en faire un petit objet un peu précieux. Je tiens à remercier Laurent Gaulet et Giancarlo Mino pour la marqueterie. Le second skate, c'est un fémur où c'est avec c'est Cyril aussi, Vanderbutch qui m'a donné un coup de main. J'avais l'imagerie et puis c'est aussi avec une gélatine de transfert comme les anciennes photos daguerreotype où tout d'un coup c'est par transfert qu'on y amène ça avec les fameuses techniques des radiographies où le skate reste un sport et puis on sait quand on part, on sait jamais comment on revient.